Vous écoutez Europe 1, il est 7h40. Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. La primaire est une chance. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. Je veux parler au nom du peuple de France. Les lundis de la primaire, Europe 1 lance la campagne de la primaire à droite. Chaque lundi, nous recevrons un des candidats. Ça va se passer en 3 temps. D'abord, l'économie, les propositions et les grandes questions de société jusqu'à 8h. De 8h10 à 8h30, la politique avec Jean-Pierre Elkabbach. Puis ce sera à vous d'interroger les candidats en direct via le 3921 ou notre site europe1.fr. Et puis pour les prolongations, ça se passera évidemment face à Nicolas Canteloup. Ce matin donc, Nicolas Sarkozy. Bienvenue Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci encore une fois de m'avoir invité. On va commencer par un point majeur de votre programme qui concerne tout le monde, la fiscalité, les impôts. Si vous êtes élu, vous voulez supprimer l'ISF, baisser de 10% l'impôt sur le revenu. Vous souhaitez une exonération totale des droits de succession entre parents et enfants à hauteur de 400 000 € par enfant. Nicolas Sarkozy, ce sera le président qui plaît aux riches, à ceux qui sont déjà privilégiés. Vous pouvez rajouter que je souhaite la suppression totale des cotisations sociales pour tous les emplois familiaux. Non. C'est autre chose, pour les emplois familiaux, parce que c'est une question qui permet la seule occasion pour une femme de concilier vie professionnelle et vie familiale. Bon, ma stratégie économique est assez simple. Ces 5 dernières années, il y a eu 50 milliards d'impôts en plus. 50. Le taux de TVA a été augmenté, on a plus de TVA que les Allemands. Si nous continuons sur cette pente, il n'y aura plus d'économie française. Les classes moyennes ont été matraquées, les familles ont été persécutées fiscalement. Je ne vois pas en quoi supprimer les charges sur les emplois familiaux, c'est un cadeau aux riches. Pensez aux centaines de milliers d'emplois peu qualifiés que cela va créer. Non mais l'ISF, c'est 5 milliards en 2015. Alors, l'impôt sur les revenus, moins 10%, ça fait 7 milliards. Vous vous asseyez sur les déficits dans ces cas-là ? Absolument pas. En juillet 2017, nous ferons ce que personne n'a jamais fait. 2 projets de loi concomitants. L'un portant réduction des dépenses, et j'espère que vous m'interrogerez là-dessus, l'autre portant réduction des impôts. S'agissant de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de possibilité pour une économie de croître avec une classe moyenne qui ne pense plus que l'avenir est pour elle. La baisse de 10% est incontournable. Sur l'ISF, c'est très simple. Nous sommes, avec les Espagnols, le seul pays qui a un impôt sur le patrimoine. Est-ce que le but d'une politique économique, c'est d'enrichir la Belgique, Monaco, la Grande-Bretagne, ou essaie de ramener en France l'argent dont nous avons besoin pour développer notre croissance? Mais le pendant de tout ça, ce sont les déficits. Pierre Moscovici, hier matin, dans le Grand Rendez-vous, disait, on évoque beaucoup l'idée qu'on pourrait s'affranchir de la règle des 3%. Ma réponse est non, non et non, le commissaire européen. D'abord, les leçons données par M. Moscovici, qui a été le ministre de l'économie de Hollande, ça prêterait à rire si ce n'était pas grave. Mais surtout, je vais vous donner une information. Quel que soit le président de la République en 2017, il devra renégocier. Vous savez pourquoi ? Parce que François Hollande a menti une fois de plus. Le déficit, au dire même du président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ne sera pas à 3, mais sera à 4%. La question... Alors justement, il y a de l'argent qui va rentrer en moins dans les caisses. Comment vous compensez ? Où est-ce que vous faites des économies ? Baisser les impôts sur les entreprises comme sur les particuliers, c'est la seule possibilité pour que l'économie française retrouve de la compétitivité, donc de la croissance, donc que nous créons des emplois pour mettre un terme à ce scandale français des 6 millions de chômeurs. Pour cela, nous le financerons par 100 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Les décisions seront votées au printemps, à l'été 2017. Le problème de la France... Donc vous ne vous affranchissez pas des 3%? Non. C'est d'abord un problème de dépenses, avant d'être un problème de déficit ou de dette. Comment va-t-on faire ? On votera dès juillet des économies très fortes. Premièrement, les retraites. On partira à la retraite en 2020, 63 ans, en 2024 à 64. C'est 19 milliards d'euros. Disent qu'il faut même aller jusqu'à 65 ans. Je n'y crois pas, parce que ce qui compte, c'est pas tant la date que le délai qu'on met pour monter à cette date. C'est 19 milliards d'économies. Deuxièmement, il faut diminuer le nombre d'emplois publics. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir créé des postes de fonctionnaires. Alors vous voulez réduire le nombre de fonctionnaires de 300 000 sur la durée de votre mandat ? Pardon, pour être précis, la moitié pour l'État,
la moitié pour les collectivités territoriales. C'est entre 7 et 8 milliards d'économies sur 5 ans. Est-ce que l'école est concernée? Est-ce que l'éducation nationale est concernée? L'éducation nationale est parfaitement concernée. Sur l'éducation nationale, nous augmenterons la durée de travail des enseignants. Enseignant, c'est un métier admirable, très difficile. Mais ceux qui nous écoutent... pas très bien payé. Absolument mal payé. Mais ceux qui nous écoutent doivent savoir les choses. Le top, pardon de cette expression un peu ordinaire, disons le sommet de la hiérarchie des professeurs, un agrégé. 15 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Un certifié, c'est très difficile d'être certifié. 18 heures d'obligation de service par semaine. Et un professeur des écoles, les professeurs de vos enfants en maternelle ou en primaire, c'est 24 heures. Donc mon idée, c'est d'augmenter de 25% leur temps de travail, d'augmenter d'autant leur rémunération, ce qui permettra d'avoir du temps disponible pour les enseignants, pour les enfants qui, après la classe, n'arrivent pas à suivre pour s'occuper d'eux. C'est incontournable, mais on va plus loin. Je propose de mettre le temps de travail dans la fonction publique à 37 heures. Et enfin, je propose que les modalités de calcul de la retraite dans le public soient exactement les mêmes que celles dans le privé. 37 heures, vous risquez d'avoir de grosses manifestations quand on sait comme certains syndicats sont susceptibles. Écoutez, sur le sujet. 37 heures, payées 37. Il n'y a pas d'autre choix. Le candidat qui expliquera aux Français qu'il faut travailler moins et qu'on peut continuer comme ça ne sera pas crédible. Au passage, donc est-ce que vous êtes pour l'allongement des impôts et baisse des dépenses. Il n'y a pas d'autre stratégie possible. Est-ce que vous êtes pour l'allongement de la scolarité obligatoire? Aujourd'hui, c'est de 6 à 16 ans. Najat Vallaud-Belkacem propose de 3 à 18 ans. C'est une bonne idée? Absolument pas. Je considère même qu'il faudrait autoriser l'âge de l'apprentissage à 14 ans. La filière de l'apprentissage est une filière parfaitement noble. Tous nos enfants ne sont pas faits pour un enseignement théorique. Partant, je souhaite qu'on passe l'âge où l'apprentissage est autorisé de 16 à 14 ans, et je ne considère pas que vouloir amener tout le monde jusqu'à 18 ans soit la bonne formule. On a 100 000 décrocheurs chaque année qui sortent sans rien. Pour eux, s'ils n'ont pas d'emploi et pas de formation qualifiante, je propose un service militaire obligatoire. Vous l'avez déjà évoqué sur France 2 la semaine dernière. Nicolas Sarkozy, on va enchaîner avec 3 questions en rafale, c'est très concret et ça appelle, s'il vous plaît, des réponses courtes et tranchées. Alors, vous réélu, est-ce que vous maintenez la réforme instaurant le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source? Non. Non. Est-ce que je peux dire juste un commentaire? Quand on explique qu'avec le prélèvement à la source, il n'y aura pas de déclaration pour le contribuable, on ment. Car le prélèvement à la source, c'est l'application par votre employeur d'un taux forfaitaire d'imposition qui fera la trésorerie de l'État, mais vous devrez avoir une déclaration rédigée par vous-même en fin d'année pour régulariser tout ça, parce que c'est le problème, notamment des pensions alimentaires. Donc pas de prélèvement à la source. Est-ce que vous instaurez le revenu universel? Non. Non plus. Idée de Manuel Valls, de proposer de fusionner les minima sociaux et de créer ce revenu universel à la française. Fusionner toutes les allocations en une seule, une allocation unique qui fusionnerait le revenu minimum d'activité, les allocations personnelles pour logement et même les allocations communales. Jamais, dans aucun cas, cette allocation unique pourra dépasser 75% du SMIC. Je souhaite que dans aucun cas de figure, celui qui est assisté puisse gagner plus que celui qui travaille. Et je souhaite enfin que celui qui bénéficie du revenu de l'assistanat ait une obligation d'accepter un travail, une formation ou de donner un peu de son temps à la collectivité. Et puis on parle beaucoup d'Alstom. Est-ce le rôle de l'État de se mettre en quatre pour trouver des commandes à Alstom? Oui, mais c'est pas une question d'État, Thomas Soto. L'État est le premier actionnaire d'Alstom. C'est pas parce qu'il est l'État qu'il doit intervenir sur Alstom. Il doit intervenir sur Alstom parce que si le premier actionnaire d'Alstom n'a pas de stratégie pour la société qu'il possède, qui en aura? J'avais en son temps nationalisé Alstom, redressé Alstom, revendu Alstom d'ailleurs au groupe Bouygues. C'est un scandale ce qui se passe. L'État, premier actionnaire d'Alstom, prétend ne pas avoir été informé de la fermeture de l'usine de Belfort. Venons-en, Nicolas Sarkozy, à l'autre grand sujet de préoccupation des Français, c'est évidemment la lutte contre le terrorisme. Alors vous défendez l'idée d'une rétention préventive systématique pour tous les individus fichés S. Est-ce à dire que ce sont les politiques et non plus les juges qui décideront d'enfermer des gens? Non. D'abord, c'est pas pour tous, mais je pose une question très simple que chacun peut comprendre. Si on ne peut rien faire des individus fichés S, pourquoi les ficher?
Si on les a Parce fichés... que c'est un instrument de travail, de suivi pour les services de renseignement. Ah bon, mais si c'est un instrument de travail théorique, les 3 femmes... C'est pas théorique. Qui voulaient... Si. Non. Les 3 femmes qui voulaient faire sauter une voiture devant Notre-Dame de Paris étaient toutes les 3 fichées S. Heureusement, il y a un cafetier qui, avec beaucoup de courage et d'intelligence, a prévenu la police. Imaginez que c'est sauté. À ce moment-là, les Français auraient dit « Pourquoi les avez-vous fichés S et qu'est-ce que vous en faites ?» Je souhaite que tous les dossiers fichés S soient examinés par les services spécialisés et que les quelques centaines de plus dangereux soient mis en rétention administrative, car mon principe est simple. Pour garantir la liberté de ceux... derrière ? Oui, pour garantir la liberté de ceux qui nous écoutent, il faut limiter la liberté de celui qui a des fréquentations avec un homme radicalisé, qui consulte des sites djihadistes, mais ça ou Nicolas qui baigne Sarkozy, dans un milieu mais consulter des sites, consulter un site djihadiste, par exemple, c'est un exemple que vous reprenez souvent. C'est un délit qui est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. C'est pas lié à la fiche S. Il peut y avoir une condamnation pénale là-dessus. Depuis 2012, ça n'est rentré en vigueur que depuis quelques semaines. Pour moi, un pédophile, c'est quelqu'un... On est déjà pédophile quand on consulte un fichier ou un site pédophile. Eh bien, pour le djihadisme, on n'a pas à consulter de façon régulière les sites de Daesh ou de l'État islamique. Nicolas Sarkozy, président, est-ce que l'état d'urgence sera prolongé indéfiniment ? Je souhaite que l'état d'urgence ne soit prolongé que si ça serve à quelque chose. Et partant, pour moi, ce qui compte, c'est pas l'état d'urgence, c'est les mesures qui seront prises. Je souhaite des perquisitions de jour comme de nuit. Je souhaite la possibilité de mettre en rétention administrative celui qui peut présenter un danger. Je souhaite le retrait de la nationalité pour celui qui attaque la France ou qui a trahi la France. Je souhaite la modification de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne condamnée à 5 ans de prison et qui est double nationalité ou qui est étranger doit être expulsée. Le simple mot de musulman suscite aujourd'hui une hystérie disproportionnée avec des amalgames. C'est ce que disait Alain Juppé dans Le Monde ce week-end. Il dénonce donc l'hystérie du débat. Si nous continuons comme ça, nous allons à la guerre civile, ajoute-t-il. Que répondez-vous à ceux qui ont tendance à faire l'amalgame entre musulmans et terroristes ? L'amalgame est scandaleux, mais tous les amalgames, Thomas Soto. Parce que l'hystérie que j'observe, c'est quand on prononce le mot islam, on est immédiatement accusé d'être islamophobe. C'est pas de l'hystérie, ça ? Quand on dit « il y a un problème avec l'islam », immédiatement, on voudrait vous fermer la possibilité de parler. Il y a un problème. La dernière étude d'une fondation privée est extrêmement préoccupante de ce point de vue-là, l'Institut Montaigne, qui montre quoi ? Qu'il y a un quart des plus jeunes musulmans qui sont tentés par une certaine forme de radicalité. 29% estiment que la loi islamique, la charia, est plus importante que la loi de la République. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a aucune hystérie là-dedans. Ça veut dire quoi, Thomas Soto ? C'est que les problèmes sont devant nous, pas derrière nous. Alors on peut faire comme le singe de la fable. On se bouche les oreilles, on se bouche le nez, on se bouche les yeux. La réalité, elle est là. L'intégration républicaine n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas. Il faut passer à l'assimilation. On ne peut pas garder 29% d'une communauté qui se trouve tentée par la charia. Ou alors, c'est un peu l'échec de l'Organisation de l'Islam de France, du CFCM, que vous avez créé fin mai 2003, d'en arriver là aujourd'hui. Pas du tout. S'il y avait mieux à faire que ce que j'ai créé en 2003, pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis ? Le CFCM est très utile. L'amalgame, c'est celui qui consiste à dire que tous les musulmans sont responsables de l'extrémisme, ce qui est faux, mais l'amalgame, c'est aussi de dire que tous les citoyens français ont raison de se poser la question comment on va intégrer l'islam dans la République, comme hier, on a intégré le catholicisme dans la République. Encore une question avant une dernière rafale. Votre ancien conseiller Patrick Buisson va sortir un livre cette semaine qu'on annonce cruel pour vous. Est-ce que vous redoutez ce livre ? Il ne m'intéresse nullement. Mais est-ce qu'aujourd'hui le candidat Nicolas Sarkozy ne fait pas du Buisson sans Buisson en essayant d'aller sur les plates-bandes du Front National pour l'affaiblir ? Si ça, c'est pas de l'amalgame, qu'est-ce que c'est que l'amalgame ? Non, je vous pose une question. Je vous réponds, j'ai un cerveau, j'ai pas besoin d'être lobotomisé par qui que ce soit. Il n'y a aucune réconciliation possible avec Patrick Buisson ? Ce n'est pas un sujet pour moi. Il nous reste 1 minute avant de vous retrouver tout à l'heure avec Jean-Pierre Elkabbach. La dernière minute, ce sont là encore des questions simples et précises et s'il vous plaît, des réponses courtes et précises. Vous réélu, est-ce que l'un des autres candidats à la primaire pourrait être votre Premier ministre, Nicolas Sarkozy ? J'ai annoncé un choix parce que j'y crois beaucoup et parce que j'ai une grande confiance en lui, François Baroin. Mais est-ce que vos concurrents pourraient être dans vos gouvernements ?
la stratégie du rassemblement, elle est indispensable. Vous savez, avant le premier tour, tout le monde explique qu'il a de grandes différences avec l'autre. Et croyez bien, c'est pas un optimiste qui vous dit ça. Celui qui gagnera n'aura aucun mal à rassembler tout le monde. C'est la vie et c'est la nature humaine. Si vous ne gagnez pas la primaire Nicolas Sarkozy, est-ce que vous arrêtez la politique ? Pour l'instant, je suis dans une campagne pour gagner. Si vous m'appelez et si vous m'invitez toujours après, je vous répondrai bien volontiers. Vous êtes plus prudent qu'en 2012, donc, sur la question. Parce qu'en 2012, j'ai arrêté. Pendant 2 ans et demi, j'ai parfaitement arrêté. Et puis, j'ai vu le spectacle invraisemblable de la haine entre M. Fillon et M. Copé, qui avait détruit la famille politique qui était la mienne. Il a fallu que je m'y remette, que je redresse le parti, que je crée les Républicains. Aujourd'hui, ça appartient au passé. Donc vous l'arrêterez, sauf s'il faut sauver le monde. Non, pas du tout. Si vous la gagnez, cette primaire... Chacun a ses plaisirs, Thomas Soto. Vous le verrez vous-même un jour. Est-ce que vous raccompagneriez François Hollande jusqu'à sa voiture dans la cour de l'Élysée, Nicolas Sarkozy ? Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. On sait que c'est quelque chose qui vous avait beaucoup vexé, ça. Non. Ça a même inspiré votre épouse, la chanson Le Pingouin, paraît-il. D'abord, mon épouse a beaucoup de talent et je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de François Hollande pour être inspirée. Mais je pense que la courtoisie républicaine fait partie des valeurs qui sont importantes. J'ai raccompagné, figurez-vous, un président de la République dans la cour de l'Élysée. C'était Jacques Chirac. On n'a pas toujours été d'accord. Mais j'avais été très ému parce que c'était le moment où il partait. Et je pense qu'être courtois, voyez-vous, monsieur Soto, c'est une marque de civilisation.